On va y aller. Je m'appelle Damien Harry, je suis architecte solution chez AWS depuis un petit moment. Pour nous, c'est un peu une éternité, ça fait 5 ans et demi. Donc voilà, je fais un petit peu partie des murs, on va dire. C'est pas très flatteur. Aujourd'hui, j'aurai la chance de partager la scène avec mes amis de Renault Digital qui vont se présenter tout à l'heure, Bruno et Andrés. Et on va vous parler de sécurité, et plus précisément d'automatisation et de la valeur de l'automatisation dans la sécurité. Donc vous savez tout. Pour ceux qui veulent se jeter sur leur téléphone, ça y est. Pour les autres, on va aller un tout petit peu plus loin là-dessus. C'est une séance qui est taguée niveau 300, donc on ne va pas faire forcément les fondamentaux de la sécurité sur AWS. Juste, on va sacrifier au petit rituel du sondage quand même, parce que la salle est pleine et puis que je n'ai pas les projecteurs directement sur moi, donc je vous vois. J'aimerais que ceux qui ont déjà ou opèrent aujourd'hui des workloads en production sur AWS lèvent la main. Vraiment des applis en production. Ok. Merci. Ça fait, je pense que ça ne fait pas la moitié de la salle. Donc pour cela, je pense que tout ça, c'est des redites, parce que vous sécurisez vos applications, vous maîtrisez tous ces éléments-là. Pour les autres, ça va être un peu plus nouveau. Donc sécurité et automatisation. DevOps pour InfoSec. Alors, pourquoi c'est difficile de faire de la sécurité, de cybersécurité en particulier? On a de plus en plus de menaces qui arrivent sur nos systèmes, des cybermenaces, des menaces sur notre posture de sécurité. Et il y a 3 éléments qui sont assez fondamentaux, mais je préfère les rappeler tout de suite. Déjà, il y a 4 quantités de données qu'on va avoir sur les différents systèmes. Alors en principe, c'est plutôt quelque chose de positif. On va avoir des données sur lesquelles on va pouvoir travailler, des données qui viennent de l'Internet des objets, qui viennent traditionnellement de nos serveurs, qui viennent de tous les systèmes qu'on va être amené à opérer en production. On va pouvoir les stocker sans faire de tri, puisque nous avons maintenant le cloud qui nous permet de les stocker à moindre coût. Donc c'est déjà pas mal. Mais il y a un nouveau problème qui apparaît, c'est celui du rapport signal-bruit. C'est-à-dire simplement lever des alertes à chaque fois qu'il y a le moindre doute, ça va créer ce qu'on appelle en anglais l'alert fatigue. Donc c'est la typique adresse email de sécurité où vous voyez arriver des mails et des mails tous les jours, et au bout d'un moment personne ne fait plus forcément attention parce que ce sont des alertes qui ne représentent pas vraiment quelque chose de réel ou une menace bien réelle. D'un autre côté, si on a beaucoup de données et on a un rapport signal-bruit qui n'est pas très bon, mais on a une armée d'ingénieurs sécurité qui sont compétents et qui sont pas chers, ce n'est pas très problématique, on les met derrière des écrans, on utilise leur cerveau et ça marche. Sauf que ce n'est pas exactement ce qui se passe sur le marché. Il y a une pénurie de talents, en particulier en ce qui concerne la sécurité dans le cloud. Donc c'est clairement une manière de procéder qui ne va pas passer à l'échelle. On le voit d'ailleurs nous-mêmes dans l'opération de nos propres systèmes, et d'ailleurs un certain nombre des services desquels je vais parler aujourd'hui sont à l'origine des produits de nos équipes AWS Security qui opèrent donc la sécurité de nos infrastructures. Alors, je vais me permettre de citer dans cette traduction toute personnelle notre RSSI Stephen Schmidt. Ce sont les humains qui font des erreurs, ce sont les humains qui ont de bonnes intentions mais succombent au phishing, ce sont les humains qui utilisent les mêmes identifiants depuis de multiples localisations et n'utilisent pas un jeton physique pour une authentification forte. Éloigner les humains des données. C'est vraiment un des objectifs au niveau exécutif chez AWS, dans tous les systèmes, c'est d'éloigner l'humain de la donnée brute. Je vous expliquais tout à l'heure pourquoi ça peut s'appliquer à notre problématique de détection de menaces. C'est parce que tout simplement ça ne passe pas à l'échelle. Ça ne passe plus du tout à l'échelle. On ne peut pas procéder comme ça. On va donc mettre des systèmes d'intermédiation, des services qui vont nous permettre de décupler justement les talents qu'on va avoir dans nos équipes sécurité. Et on va en voir un certain nombre dans la présentation d'aujourd'hui. Parmi vous, ceux qui ont entendu parler du Well-Architected Framework? Un peu moins que ceux qui ont des workloads en production. C'est un premier problème. Donc il s'agit d'une série de bonnes pratiques qu'on a capturées aussi bien en interne qu'en externe auprès de nos clients. Il y a des outils aussi, mais si je parle juste de ces bonnes pratiques, elles sont disponibles en ligne gratuitement. Vous tapez sur un moteur de recherche donc Well Architected Framework, et vous avez à minima une série de livres blancs avec des pratiques très détaillées de sécurité et qui sont alignées selon un certain nombre d'axes. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va évoquer 3 axes principaux. Donc tout d'abord, activer sans hésiter la traçabilité.
au sein d'AWS, on a aujourd'hui, on va les détailler, beaucoup de sources de données, de sources de logs. Activez-les pour pouvoir ensuite les processer. C'est une première bonne pratique. La deuxième, ça va être forcément d'appliquer la sécurité à tous les niveaux. Et je n'ai pas envie de m'avancer sur ce que je sais vont dire les gens de Renault tout à l'heure, mais juste en faisant un petit spoiler, le modèle de la forteresse de sécurité, ça ne marche plus aujourd'hui. Ce n'est plus vraiment sérieux. On est forcé d'aller vers une sécurité distribuée si on veut être crédible. J'en dis pas plus pour le moment. Et enfin, automatiser les bonnes pratiques de sécurité. On revient à la même chose. On n'a pas de choix. Point de salut en dehors de l'automatisation. Vous avez une poignée d'ingénieurs sécurité, ils sont talentueux. Plus ils seront talentueux, plus ils vont s'ennuyer vite. Si ils sont là pour lire des logs ou répondre sur des incidents qui peuvent être gérés de manière automatique, déjà ils ne vont pas rester longtemps. Et puis ils vont faire la tâche répétitive une fois, deux fois, la troisième fois, ils se trompent. Suivre une procédure qui peut être traduite sous forme de programme, ce n'est pas vraiment là où ils vont apporter de la valeur. Alors quelques services, je ne sais pas si les appeler de base, mais quelques services pour la détection et la réponse aux menaces. Donc je vais les détailler. On va commencer par CloudTrail. Je pense que en particulier CloudTrail, il est vraiment inhérent à l'approche cloud. On aime parfois présenter le cloud comme un data center programmable. Ça veut dire que toutes les opérations se font via API. Créer une machine, détruire une machine, modifier la topologie réseau, mettre en place de la crypto, contrôler les accès. Tout ça se fait via API. Donc CloudTrail, ça va être simplement un log d'audit de tous ces appels API. Donc ça permet de savoir qui, quand, depuis quel IP, avec quel résultat, a fait une opération sur l'infrastructure. Donc il suffit de l'activer pour avoir cette masse de données qui va être à votre disposition. Ensuite, on va avoir les VPC Flow Logs, très simplement pour arriver à savoir quels sont les flux entre vos instances EC2, donc entre vos machines virtuelles sur AWS. Quels vont être les flux, d'où à où, est-ce qu'il y a des flux qui ont été refusés parce qu'il y avait des filtrages au niveau des security groups ou autres. Donc deuxième élément intéressant, c'est ce que je voulais dire. Les logs DNS. Donc si vous choisissez d'utiliser le résolveur DNS qu'on fournit au sein de VPC, eh bien ces logs DNS, on va les stocker, vous pouvez accéder et les processer. Et puis l'historique, j'ai envie de dire, CloudWatch et CloudWatch Logs. Donc au sein de CloudWatch Logs, vous allez retrouver tous les logs que vous pouvez publier depuis vos applications. C'est vraiment un framework qui va accueillir de manière élastique tous les logs de vos applications et qui va vous donner la possibilité de les regarder. Ça, c'est moyennement intéressant, mais surtout de mettre des filtres et des alertes pour réagir en fonction de certains événements. Et surtout en fonction de la répétition de certains événements sur des plages de temps définies. C'est un petit peu plus intéressant. Donc voilà les sources de données qu'on va pouvoir retrouver. Alors, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui deux manières, au moins un peu avancées et un peu plus intelligentes au sens intelligence machine, de traiter ces données-là. Donc, sous la forme des services GuardDuty et Macie, en particulier GuardDuty. Donc GuardDuty, il va aller exploiter exactement les entrées de données qui ont été présentées auparavant, dans le slide précédent, à l'exception des CloudWatch Logs, donc les trois autres. Et il va, via des modèles d'apprentissage machine, arriver à détecter des comportements qui ne sont pas usuels. Il fait plein de choses, mais pour vous donner juste un exemple, dans le temps qui nous a imparti aujourd'hui, il va par exemple, au bout de quelques semaines, apprendre quels sont vos patterns d'usage d'AWS. Et donc si un week-end, par hasard, il se trouve qu'il y a démarrage d'énormes instances avec des centaines de vCPU ou des instances qui ont des cartes graphiques accrochées, alors que ce n'est pas du tout ce que vous faites depuis des mois, il va simplement détecter cet événement et dire qu'il y a peut-être une compromission dans votre système, puisqu'il y a une utilisation de la plateforme AWS qui n'est pas vraiment normale. Il va détecter plein d'autres choses, des tentatives de port scan sur vos instances et autres. Mais on va juste donner cet exemple-là. Quant à Macie, qu'on ne va pas forcément détailler aujourd'hui, Macie, c'est un peu la contrepartie de GuardDuty, mais pour les données. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder les données que vous avez sur, par exemple, S3,
donc nos services de stockage objets. Il va regarder quelle tête elles ont, ces données-là. Il va être capable de les classifier, de se dire, par exemple, là, ça a une tête des IP ou des adresses mail ou des adresses postales ou des noms prénoms. Donc il va se dire, attention, il y a toute une partie qui est située dans ce domaine-là de la donnée personnelle. Donc il va pouvoir vous remonter ce type d'alerte. Et au-delà de ça, un peu comme GuardDuty, il va aussi vous alerter en cas de pattern d'accès inusuel. Pattern d'accès inusuel, typiquement, dans un bucket S3, vous archivez des données qui sont par exemple des données personnelles. Il y a de la lecture depuis des adresses IP internes, vraiment en masse, alors que ça n'arrive jamais, puisque c'est un bucket d'archivage. Peut-être quelqu'un est en train de... vous avez une menace en interne qui est en train de récupérer toutes les données pour peut-être plus tard les exfiltrer. Donc c'est pas mal d'avoir un outil automatique qui reconnaît ce pattern-là avec intelligence. Alors, une partie donc, de ce qui est intéressant, c'est avoir cette intelligence, mais après, il faut pouvoir afficher ça de manière consolidée à travers des infrastructures qui sont de plus en plus riches, plusieurs comptes AWS, et donc avoir un dashboard pour pouvoir mesurer quel est l'état de votre sécurité. Et c'est exactement ce qu'on propose avec AWS Security Hub, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Security Hub? Il va tout simplement agréger les alertes qui viennent des différents services. On rajoute ici aussi AWS Inspector. Encore une fois, le temps qui nous est imparti n'est pas extensible. Inspector, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vérifier la conformité à l'intérieur de vos serveurs. Et donc détecter des mauvaises pratiques, par exemple, de configuration. Vous avez un démon SSH qui est configuré en mode password, alors qu'il devrait être en mode clé publique, clé privée pour les accès. Donc il va détecter ce genre de choses à l'intérieur via un démon, il va les remonter. Donc ça va être capturé aussi par Security Hub. Donc on parlait tout à l'heure de Macie et de GuardDuty. Mais cette dernière case-là, tout à droite, elle est très très importante. C'est vraiment l'ouverture et la possibilité de profiter de l'ensemble de l'écosystème AWS, puisqu'on va intégrer des alertes qui vont être remontées par des Qualys, par des Palo Alto Networks, par des checkpoints, par des trains micro, des alertes logiques. Et donc pouvoir voir tout ça dans le même dashboard. Et au-delà de ça, il va faire un travail d'agrégation et de priorisation. Donc ce qu'il va récupérer, c'est des constats. Donc voilà. Et puis il va arriver à les grouper pour voir quelles sont vraiment les observations qu'il peut faire, donc sur quel domaine on devrait agir, et puis avec quel niveau de priorité. Donc ça vous permet déjà d'avoir clairement un dashboard de sécurité de toute votre infra sur AWS qui est quand même pas mal. Alors là, on parlait de regarder, donc de constater, c'est très bien, c'est pas ce que je vous promettais au départ. Je vous disais, mais après il faut agir, il faut faire quelque chose de tout ça. Donc il y a deux services qui vont agir comme déclencheurs. Donc Config Rules, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment en mode conformité. Donc on va spécifier quelles sont les contraintes de conformité sur notre infra. Et puis à chaque changement, ces règles vont se réexécuter et elles vont lever s'il y a des problèmes. Exemple classique, c'est on ne veut que des disques qui soient chiffrés pour nos infrastructures de prod. Donc dès qu'il y a un serveur qui est lancé avec un disque, un volume EBS qui est accroché et qui n'est pas chiffré, ça va lever une alerte. Donc là, ça va nous permettre d'agir derrière. Et puis de manière un peu plus brute, ce qu'on appelle les CloudWatch Events. Donc au sein de CloudWatch, il y a des streams d'événements qui en fait traduisent tout ce qui se passe sur la plateforme en temps quasi réel. Et donc là, à vous de réagir, d'intercepter, de filtrer et de choisir sur quoi vous voulez agir. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ces éléments-là? Donc voilà nos événements CloudWatch. Typiquement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déclencher du traitement via une lambda. C'est vraiment, en général, le début d'une réponse à un incident de sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas lambda ici? Voilà. C'est bien, ça aurait été un peu dur pour moi. Donc, il y a quelqu'un qui lève la main? Non, mais non, en fait. Donc, lambda qui est tout simplement, comme vous le savez, donc tous, la possibilité d'exécuter directement des fonctions dans le cloud sans gérer ni le serveur, ni la virtualisation, ni le container, ni rien du tout. Juste dire j'ai besoin d'exécuter, j'ai besoin de faire un correctif, j'ai besoin de faire une rémédiation par rapport à un incident de sécurité. Voilà ma logique, exécute, je ne veux pas savoir. Un aspect intéressant bien sûr de lambda, c'est qu'il va pouvoir accéder aux fameuses API AWS. Donc il va pouvoir vraiment modifier l'infrastructure de manière dynamique. On va voir un exemple tout à l'heure. Et puis System Manager,
qui est aussi un service qui s'est beaucoup enrichi, qui est particulièrement intéressant. System Manager, il marche avec ce qu'on appelle des documents. Des documents, c'est des descriptions d'automatisation. Et en 2 mots, ce qu'il va nous apporter en plus, c'est que plutôt qu'agir autour sur l'infrastructure, il va pouvoir agir à l'intérieur de vos serveurs. Donc on va voir dans l'exemple qu'est-ce que ça va nous permettre de faire. Ça va permettre d'aller un petit peu plus loin vraiment dans la résolution. Justement, des exemples. Ou un exemple plutôt. Le flow, je pense que vous l'avez compris. Des alertes, imaginons qu'elles viennent via un constat GuardDuty. On peut imaginer un warning du type instance compromise. Donc une instance compromise, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte via une analyse des logs DNS qu'on est en train d'accéder à des serveurs DNS qui sont souvent utilisés pour coordonner des réseaux de commande en contrôle. Donc dans pas longtemps, vous allez agir comme un bot, puisque vous faites partie d'un botnet, et vous allez par exemple contribuer à faire un déni de service distribué sur quelqu'un d'autre. Donc voilà le type de finding que peut lever GuardDuty, donc tout à gauche. Ça va déclencher un événement donc qui va être associé à ce finding, et puis à partir de là, exécution de lambda, et là c'est complètement ouvert. À minima, comme on le voit ici, on va s'interfacer avec des systèmes qui vont prévenir des gens, des vrais gens, enfin sauf Jira qui n'est pas un vrai gens, mais il y en aura derrière, on espère. Donc ça c'est intéressant, mais ce qu'on va voir c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme réponse automatisée, parce que si tout ce qu'on fait c'est notifier, souvenez-vous, alert fatigue, on est dans la même chose, on détecte, on est intelligent, mais quand même il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de l'expérience et de la capacité de jugement d'un ingénieur pour agir, et du moins pour faire un premier niveau de remédiation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On récupère l'alerte GuardDuty, ça arrive sous forme de CloudWatch Event. On va filtrer, on récupère effectivement, on dit on veut vraiment agir sur ce type d'alerte, parce qu'on n'est pas obligé de récupérer toutes les alertes de GuardDuty, on peut commencer par les plus graves. On peut par exemple, il y a un niveau de sévérité dans les alertes, donc on peut choisir juste les alertes d'un niveau suffisamment élevé. Un élément sur lequel je n'ai pas insisté, c'est que bien évidemment, au sein de ces alertes, il y a suffisamment de contexte pour agir, notamment l'identifiant de la ressource, si c'est une tentative de port scan, l'adresse IP source et ce genre de choses. Donc c'est ça qui nous permet d'éloigner justement le traitement des données originelles. On va vraiment extraire l'alerte et le contexte. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien par exemple, on va pouvoir se connecter, la lambda va pouvoir invoquer un system manager avec le bon document d'automatisation qui va se dire, bon, cette instance, elle est un peu dangereuse potentiellement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? D'un côté, avant de lancer d'ailleurs le system manager, on va isoler l'instance. On modifie le groupe de sécurité qui est associé à l'instance, on arrête tous les egress, tous les ingress, donc elle est plus joignable. Donc ça c'est une première moyen de l'isoler. Ensuite, via System Manager, on va lancer un certain nombre de commandes pour préparer la phase de forensic. Donc c'est un exemple, on peut faire autre chose, mais on peut lancer un top pour voir quels sont les process qui sont actifs sur la machine à un instant donné. On peut faire de la capture de trafic réseau sur les 2 interfaces, là, les INA et les Elastic Network Adapters qui sont représentés là. Et puis enfin, on peut même faire un snapshot de la mémoire, un dump de la mémoire avec Lime. Donc on a pas mal de choses, et on peut rediriger ça par exemple sur le disque, qui reste accroché. L'instance est isolée, le disque est encore accroché, le disque baisse. Donc là, c'est déjà pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va carrément tout arrêter. Donc, on va décrocher le volume, on va détruire le serveur, on va faire un snapshot du volume. Donc, on a de quoi recréer un autre volume. On va surtout, après avoir eu un snapshot sur un stockage donc de type S3, on va détruire le volume. Si on le laisse traîner, peut-être que quelqu'un aurait la mauvaise idée de remonter une instance avec ce volume-là qui est vérolé. Et puis même, pour être ceinture bretelle, on va prendre ce snapshot et on va l'exporter. On va l'enlever de ce compte-là, on va l'exporter sur un compte AWS qui est dédié à la sécurité, voire dédié au forensics. Donc vraiment un compte de type laboratoire où il n'y aura que les sachants qui vont se connecter et qui n'aura aucun accès à d'autres systèmes de l'entreprise complètement isolés pour comprendre après ce qui s'est passé. Mais on a déjà réglé le problème en amont. Donc voilà le type de choses qu'on peut faire. J'arrive doucement à la fin de ma partie. Et je vais laisser la place à mes collègues. En résumé, des sources multiples, la possibilité de générer des événements, avec ces événements d'utiliser de la logique, du code, des lambdas qui vont faire des actions de remédiation. Et ensuite, tout est ouvert. On peut notifier, on peut utiliser les API AWS pour isoler, et comme on l'a vu avec System Manager, mais on aurait pu aussi faire de l'AWS Inspector, on peut
aller plus loin dans l'investigation, puisqu'on peut par exemple redéclencher un round d'exécution des règles au sein de l'inspector pour se dire ok, cette instance elle était en conformité, suite à cette alerte, est-ce qu'elle est toujours en conformité? Donc pouvoir déclencher automatiquement une analyse un petit peu plus poussée. Donc voilà ce que j'avais de mon côté. Je vous passe la main, messieurs de Renault Digital, Bruno. Bonjour à tous. Donc, on est venu vous parler et on est venu vous faire un retour d'expérience sur la sécurité. Malgré les images, ne vous trompez pas, on va bien vous parler de sécurité. Pour mon cas, je suis Bruno Riguet, je suis expert sécurité au sein de Renault Digital et mon collègue Andrés. Bonjour, je suis Andrés, je suis consultant cloud sécurité chez DDSI et j'accompagne Renault dans tout ce qui est automatisation de la sécurité. Je vais vous présenter ce qu'est Renault Digital. Donc Renault Digital, en fait, c'est une filiale Renault, 100% Renault, qui a été créée en janvier 2017, qui a pour mission, qui a trois grosses missions. C'est être un accélérateur de la transformation digitale au sein du groupe Renault. C'est délivrer la valeur attendue de la transformation digitale et construire ou reconstruire au sein du groupe Renault un pôle de compétences et d'excellence digitale. Encore quelques chiffres pour préciser ce qu'est Renault Digital. Juste pour information, depuis 2017, en fait, il y a eu 45 projets incubés. Un autre chiffre qui me tient un petit peu à cœur, qui est les pôles d'expertise. Donc il y en a 4. Il y a le pôle techno, le pôle data, le pôle agile et le pôle UX/UI. J'appartiens au pôle technologie. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est pour nous en fait la vision, notre vision de la sécurité. Donc, tout d'abord, il y a la sécurité by design. Il y a la sécurité, le côté avant-gardiste de la sécurité, et ensuite l'amélioration continue. Pour la partie sécurity by design, en fait, ce qu'on veut traduire par ce mot-là, c'est en fait la capacité de prendre en compte la sécurité en amont, le plus en amont possible au sein des projets, mais pas que, aussi au sein de l'infrastructure, donc en ce qui nous concerne AWS. Le côté avant-gardiste des choses, ça va avec tout ce qui est veille techno. On cherche en fait les nouvelles solutions, on fait pas mal de POC, on se challenge aussi entre nous au sein de l'équipe. Donc c'est tout ce genre de choses en fait qu'on a dans le côté avant-gardiste. L'amélioration continue, ça je pense que vous avez tous compris, hein, c'est la roadmaping, c'est PDCA. C'est en fait le fait de regarder ce qu'on met en place, de regarder ce qui va pas et de s'améliorer. Clairement ce qui est écrit, hein, l'amélioration continue. Maintenant, je vais vous parler de l'équipe. Donc, je représente l'équipe DevSecOps et je vais vous expliquer les rôles de l'équipe, ce qu'on fait en fait. Donc c'est ce que je disais un tout petit peu tout à l'heure. Il y a l'incubation de la sécurité dans les équipes projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va aider, on va essayer de supporter les équipes pour qu'elles prennent en compte la sécurité le plus en amont possible. Il y a la partie, pareil, hein, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, la partie POC et la partie mise en place des outils. Il est évident qu'à partir du moment où les POC sont, sont justifiés, on va les mettre en place, donc on va délivrer. Parce que je vous rappelle que dans DevSecOps, il y a DevOps, donc on va délivrer. Ensuite, ça c'est une chose qui est propre, je pense, à Renault Digital, c'est permettre aux équipes de se challenger et de progresser. C'est-à-dire par le biais de ce qu'on fait en amont, les équipes vont apprendre et vont aussi être conscientes. Et ça, c'est important. Ça va avec le point d'après. Voilà. Donc le point d'après, ça va être
ce que je suis en train de dire, évangéliser, responsabiliser les équipes projet. Donc responsabiliser, c'est leur faire prendre conscience que quand ils ont des actions, ça a un impact pour eux. Et évangéliser, c'est le côté, on va leur prendre la main, on va les aider, on va leur expliquer et les accompagner. Donc là, on va vous parler d'un petit retour sur Security Hub. Donc chez Renault Digital, on a testé le Security Hub d'AWS. Donc on commence par quelques points positifs qu'on a trouvés sur la solution. Donc une mise en place rapide, donc 2-3 clics et c'est bon, c'est mis en place sur un compte. Pour ajouter d'autres comptes, ça va aussi vite. Il n'y a pas de maintenance ou de mise à jour. Donc vu que c'est un service managé, c'est AWS qui s'en occupe pour vous. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour des outils de sécurité. Tout ce qui est centralisation des logs, des alertes et la vision d'ensemble des comptes d'AWS, donc c'est-à-dire on a un seul dashboard, vous pouvez voir l'état de la sécurité de vos comptes. Donc en 10 minutes le matin, c'est fait, vous avez regardé vos 15 comptes AWS sans être obligé de passer dans GuardDuty, regarder tous les leçons passées. Là vous avez vraiment un dashboard qui simplifie. Et surtout vous avez des notifications sur les alertes quand vous êtes attaqué, des scans ou autres. D'ailleurs, on va vous montrer un petit exemple d'attaque sur une machine AWS. Donc là, un attaquant a réussi à monter sur une machine. Il a récupéré le rôle de la machine avec un simple curl. Oui, c'est possible sur une instance EC2. Donc avec ça, il a demandé les credentials temporaires de la machine. Donc on le voit bien qu'il a récupéré l'access key, le secret key et le token. Donc avec ça, il peut les exporter en dehors de la machine pour utiliser des scripts. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'un simple script où il reprend les variables d'environnement pour mettre son access key, secret key, token. Il choisit la région, donc c'est l'Irlande. Il va simplement faire lister les buckets S3 et le statut des instances EC2. Donc on le voit bien que depuis une machine extérieure, il a réussi à utiliser les ressources AWS. Donc, qu'est-ce qui nous remonte? C'est Security Hub. Donc, c'est un simple aperçu rapide de notre Security Hub. C'est un compte démo, donc il n'y a pas de data sensible. Donc, sur ça, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, on voit bien que le rôle DevSecOps, il y a une alerte dessus. C'est quoi? C'est que on voit bien que les credentials ont été utilisés depuis une IP externe. Donc, AWS nous a remonté assez rapidement que quelqu'un a utilisé des credentials temporaires depuis une IP externe. L'IP, c'est l'IP de chez moi, donc pas de DDoS, s'il vous plaît. J'aime bien jouer un peu le soir, donc j'aime bien garder ma connexion. Donc après ça, en fait, on peut créer des événements, comme disait Damien, donc facilement sur Slack, sur Jira, mettre la machine en quarantaine, désactiver le rôle ou des choses comme ça. Donc ça, c'était notre premier POC sur Security Hub. Notre liste de courses pour AWS, parce que le service est cool, mais il manque pas mal de choses quand même. Donc, pouvoir customiser les dashboards, parce que là, aujourd'hui, on utilise les dashboards qu'AWS a créés, mais on voudrait pouvoir créer nos propres dashboards. Exporter ces dashboards-là pour faire des comptes rendus en N+1, N+2, ça va beaucoup plus vite que refaire tout à la main. Le moindre privilège. Alors là, sur AWS, aujourd'hui, on donne un rôle à un utilisateur, donc des permissions. AWS est capable de nous dire quelle permission il a utilisée dans la dernière année en cours qui est passée. Mais il ne nous fournit pas le rôle qu'on pourrait lui donner après ça. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, ça serait sympa si AWS pourrait nous fournir la policy exacte pour l'utilisateur technique sur le rôle, sur les permissions qu'il utilise. Dernier point, c'est la liste des IP publics. Donc, c'est-à-dire avoir le vecteur d'attaque possible sur l'infra AWS. Si on avait toutes les IP publiques avec les ressources associées directement sur un dashboard. Donc ça, c'était pour Security Hub. Maintenant, on va parler de tout ce qui est CVE dans les conteneurs. Donc chez Renault Digital, on utilise pas mal les conteneurs, donc ECS. Et on aimerait bien automatiser tout ce qui est analyse de CVE. Aujourd'hui, on a mis en place une petite infra, donc avec un ELK, une API claire dans ECS, un Clear Scan et une base RDS Postgre. Tout ça dans une chaîne de CI/CD.
Donc on a une chaîne CI/CD qui est sur GitLab, donc c'est des runners, une pipeline, et va être directement déclenchée en fait quand le développeur va envoyer du code. Donc, je prends un peu de retard, un peu d'avance sur la vidéo, ça va venir. Voilà. Donc voici notre schéma de CI/CD. On a mis push image, mais c'est pas push image, c'est le code qui push le développeur, qui va être build par GitLab. Et après le build de l'image, il va être scan. Et en fait, tout ce qui va être scan, il va être envoyé vers la chaîne CI/CD. Ça, c'est un petit exemple sur la chaîne CI/CD. Donc, en fait, notre runner, il va exécuter un scan sur notre image. Il a mal mis ce clic. C'est pas que dans les jeux vidéo. C'est ça, ouais. Ouais. Donc une analyse par clair, ce que je disais, et qui va être utilisée dans une registrie AWS et dans Amazon ECS. Donc on va revenir au TPOC. Donc la pipeline qui va être lancée. Donc elle va scanner notre image. Donc là, la pipeline se lance. On floute plein mal de choses, parce que c'était une vraie image de Renault Digital. Mais là, c'est une fausse image, donc pour vous montrer. Donc vous voyez, on a tout un listing de CVE, mais bon, en train de mettre ça au projet, il va nous envoyer balader très facilement en disant ouais, c'est compliqué, qu'est-ce que je fais? Donc ce qu'on a mis en place, c'est un dashboard ELK. Donc là c'est les remontées des logs en JSON. Donc ça aussi, on ne peut pas le mettre au projet. On voit très vite les informations importantes, donc la description de la CVE, le lien, la sévérité et la vulnérabilité. Et ça, donc après tout ça, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est des dashboards pour les équipes projet. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'occuper de 500 équipes, 500 projets en termes de sécurité avec une équipe de 4 personnes. C'est juste pas possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait redescendre la sécurité au niveau des projets. C'est-à-dire aujourd'hui, les projets ils sont autonomes avec des dashboards qui leur permettent de voir quels CVE ils ont dans leur conteneur et quelle version pour patcher. Et on a mis en place des dashboards pour nous, l'équipe de sécurité, avoir une vision globale de tous les projets par rapport à les CVE qu'ils ont dedans. Donc ça nous permet aussi de faire des stats, quel est le projet qui a le plus de CVE, des choses comme ça. Donc on voit très rapidement description de CVE. Bon, malheureusement, on ne peut pas montrer grand-chose, parce que c'est des vraies data et on n'a pas eu le temps de faire avec des fausses images. Donc ça, c'était pour la partie claire, tout ce qui est analyse de CVE dans les conteneurs. Maintenant, un petit truc plus fun que moi je trouve, c'est donc maintenant on analyse nos conteneurs, les images. Security Hub nous permet de détecter tout ce qui est utilisé avec les ressources AWS, mais comment détecter ce qui se passe dans les conteneurs? Si quelqu'un arrive avec une injection SQL ou autre à popper sur un conteneur, comment on fait? Nous avons testé la solution de Falco de Sysdig qui nous permet de prendre tout ce qui est les syscall kernel. Donc là, on lance très facilement avec une conf de base. Et avec la commande docker exec, on va simuler une personne qui se connecte sur un conteneur. Voilà, c'est fait. Donc l'attaquant, il fait sortir Nmap tranquillement. Il va analyser le port 22 de google.fr. Je ne sais pas pourquoi il veut aller sur Google. Il aurait pu faire ça depuis chez lui. Après, il fait un netcat listen, donc il ouvre une socket, on écoute sur le port 80. Peut-être qu'il attend une connexion. Et après, il se attaque à Google sur le port 80 et 443. Donc Nmap, NC, généralement c'est des commandes que les attaquants utilisent sur tout ce qui est pentest ou même des attaques malicieuses. Donc pour l'attaquant, lui, il n'a rien vu. Mais nous, qu'est-ce qu'on a vu? De notre côté, nous avons pu détecter en fait que l'utilisateur root sur la machine d'ID 40A a lancé un terminal. Donc il s'est connecté au shell. Donc ça, on a eu comme information. Donc on a pu détecter une connexion au terminal. Nous avons aussi pu détecter qu'il a lancé plusieurs commandes. Bon, c'est en JSON, donc c'est fatigant de lire ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place aussi un petit dashboard qui nous permet de remonter ça à l'instant. Et donc de pouvoir gérer ces attaques-là. Donc éteindre le conteneur, le mettre en quarantaine, alerter l'équipe projet, l'équipe sécurité, tout ce qui va avec.
Donc on le voit bien que les alertes ont été remontées avec les commandes et les descriptions qu'on nous avait données. Donc ça c'est tout en termes de POC, une partie des POC qu'on nous a mis chez Renault Digital. Je repasse la parole à Bruno. Merci. Et maintenant, je ne veux pas faire allusion à la chanson, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi je partirais bien en vacances, moi. T'as raison. En fait, alors, on vous a montré un petit peu tout le travail qui a été effectué jusque-là. Dans un de mes slides, je vous expliquais qu'on a l'amélioration continue, le côté Deming, PDCA et compagnie. Donc on va continuer, bien évidemment. Maintenant, il y a un axe particulier, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, particulièrement le machine learning. Alors il y a plusieurs, parce que là on est en veille techno, donc on a plusieurs axes qu'on voudrait intégrer dans la roadmap. Il y a des choses type CQML, qui est un framework machine learning édité par l'ANSI pour toute la partie sécurité. Damien en parlait tout à l'heure, éventuellement il y a Massy. Apparemment au niveau de la roadmap, il faut qu'on regarde parce que c'est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais voilà, il y a des choses comme ça. Bref, toute la partie, on va dire, intelligence, pour regrouper ça dans un mot comme ça, on doit regarder cette partie-là. Et l'autre chose, je pense que vous avez vu dans la démo, on est une équipe où on aime bien bosser, mais on aime bien rigoler aussi. J'en connais qui prennent l'apéro, qui coupent les saucissons. Donc on est pas mal fun, et le petit message que je voudrais délivrer, je voudrais en profiter pendant que vous êtes tous là. Il y a beaucoup de travail et on recrute, donc you're welcome. Maintenant, spécial big up, hein. C'est les congrats. Donc merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe DevSecOps. Alors je sais qu'ils sont dans la salle. Il y a Jérôme et Mathieu qui ont participé notamment aux vidéos que vous avez vues dans les slides. Je voudrais aussi remercier Aurélia, qui est la directrice de communication de Renault Digital, qui nous a permis aussi de faire cette présentation. Une petite chose qui n'est pas ici, mais moi je voudrais remercier déjà AWS de nous avoir accueillis. Merci à Damien, on a travaillé ensemble et c'est grâce aussi à toi qu'on est là et qu'on a fait la presse. Donc voilà, merci à vous. Merci, on va finir un tout petit peu en avance. Vous avez juste à me supporter le temps d'un ou deux slides. Voilà, session 300, pas mal de gens qui connaissent AWS. Gardez en tête que ce qu'on vous a présenté, c'est une toute petite partie de l'offre sécu d'AWS. Il y a d'autres présentations qui ont été faites ou qui sont faites en ce moment même aujourd'hui. Vous aurez les enregistrements et les slides, dans certains cas les vidéos disponibles. N'hésitez pas, ce sera en français, ça va attaquer des choses aussi fondamentales que la crypto, qu'on n'a pas du tout traité aujourd'hui. Et puis prenez le temps d'évaluer la session pour qu'on sache vraiment si ça vous a plu. Merci, à une prochaine fois. Merci, au revoir.